La députée Viviane Armella Kwassounou, le défenseur du texte, explique que cette réforme ne remet pas en cause le principe de l'existence de la Sénat, mais vise à adapter son fonctionnement aux exigences des élections générales. Il estime qu'une administration électorale est indispensable pour garantir la transparence électorale et renforcer la confiance citoyenne dans les élections. Honorable Viviane Armel,
Cotonou. Jusqu'à la date de sa nomination, la représentation diplomatique du Canada au Bénin était assurée depuis Ouagadougou au Burkina Faso, tandis qu'un bureau canadien ouvert à Cotonou depuis 2016 fonction consulaire. De l'examen de certification en sciences et techniques médico-sociales officiellement prêté serment ce samedi 11 juillet 2026 à l'école de formation médico-sociale FMS de Parakou, qui a marqué leur entrée dans la vie professionnelle a eu lieu en présence des ministres, des députés, des autorités politico-administratives, des parents et de nombreux invités. Suivez le reportage signé Gisèle Daga pour plus de précisions. Ils sont 375 lauréats à avoir reçu leur parchemin ce samedi à l'école de formation médico de Parakou. Hygiénistes d'assainissement, hygiénistes de salle, techniciens sanitaires et assistants sociaux formés à l'école de formation médico-sociale de Parakou et à l'école de formation des aidants-soignants de Djougou ont officiellement prêté serment, consacrant ainsi leur entrée dans la vie professionnelle. À cette occasion, le directeur de l'école de formation médico-sociale a mis en avant les performances enregistrées à l'examen de certification marqué par un taux de réussite exceptionnel. Un résultat salué par le ministre conseiller à l'enseignement supérieur qui a également évoqué les perspectives d'emploi offertes à ces nouveaux diplômés. Claude Amik Batin, directeur de l'école de formation médico-sociale de Parakou, et Mahamadou Daouda, ministre conseiller à l'enseignement supérieur. Au sein de la spécialité des hygiénistes de salle, 91 candidats présentés, 191 sont admis, 60% de réussite. Au niveau de la spécialité d'assistants sociaux niveau B, sur 124 candidats présentés, 124 sont déclarés admis, 60%. Dans la spécialité des techniciens sanitaires, sur 7 candidats présentés, tous les 7 sont également déclarés admis. Dans la spécialité des hygiénistes d'assainissement, 68 candidats étaient présentés, 53 sont déclarés admis, soit 78% de réussite. Au total, nous célébrons aujourd'hui 375 admis sur 390 candidats présentés, représentant un taux de succès de 96%. Des démarches administratives sont en cours pour permettre à vous, les 191 récipiendaires de la 3e promotion, d'être également intégrés dès l'obtention de vos diplômes. En ce qui vous concerne, les 124 assistants sociaux de la 15e et dernière promotion de cette filière, des perspectives très concrètes s'ouvrent également, notamment à travers votre recrutement certain dans les guichets uniques de protection sociale en cours de structuration. La marraine de la promotion Espérance, honorable Faridatou Zakari Traoré, a exhorté les récipiendaires à faire preuve d'éthique et d'humanisme dans l'exercice de leur profession. Un engagement réaffirmé par la porte-parole des lauréats au nom de l'ensemble de la promotion. Honorable Faridatou Zakari Traoré, marraine de la promotion Espérance, et Neftali Akabo, porte-parole des étudiants. Je souhaite que chacun de vous devienne un véritable ambassadeur de cette espérance. Soyez des professionnels compétents, mais également des citoyens responsables, attachés aux valeurs de la République et soucieux du bien-être commun. Au nom de tous les élèves de l'UFMS Parakou et de l'EFAS Djougou, je vous souhaite la bienvenue à l'école de formation médico-sociale de Parakou pour la cérémonie de prestation de serment marquant la fin de notre formation. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je crois que nous devons remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir sur ce lieu en ce moment et en toute quiétude afin de vivre cet événement de prestation de notre serment. Tout ceci n'est possible que grâce au soutien distingué de nos parents, enseignants, amis et alliés. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle photo de famille, symbole de cette étape décisive dans le parcours de ces nouveaux professionnels du secteur médico-social. En plus bref
Grande-mère aurait brûlé la main de son petit-fils, un garçon âgé de 6 ans. Les faits se sont produits dans une localité de la commune de Lalo, dans le département du Koufou. Selon les informations, elle lui aurait volontairement brûlé la main pour avoir pris un morceau de poisson dans la sauce. Interpellée par les forces de l'ordre, la mise en cause a été placée en garde à vue. Elle devrait être présentée au procureur de la République après le tribunal de Lokossa. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la mise en place de ces institutions avec l'installation progressive du Sénat. Cette nouvelle institution continue d'alimenter le débat public. Les enjeux sont nombreux, tout comme les défis. Le profil des personnalités désignées est également au cœur des discussions. Répond-il aux exigences de compétences, d'expérience et de représentativité attendues? Acteurs politiques, citoyens spécialistes des questions de gouvernance livrent leurs analyses et leurs attentes. Le dossier politique de la rédaction vous propose un éclairage sur les enjeux, les défis et les perspectives de l'installation progressive du Sénat au Bénin. Une réalisation, une présentation de Raoul Steve Gounoucon. Le dossier politique de la rédaction. Le processus de mise en place du Sénat se poursuit au Bénin. Après la désignation de ses membres, cette nouvelle chambre du Parlement s'apprête à prendre toute sa place dans l'architecture institutionnelle du Bénin. Prévue par la révision constitutionnelle adoptée en 2025, elle est appelée à contribuer au renforcement du travail législatif et à la consolidation de la gouvernance. L'intégration du Sénat dans l'architecture institutionnelle n'aura pas d'impact sur la séparation des pouvoirs, analyse l'acteur politique Idrissou Boukari. En principe, le Sénat ne doit gêner personne. Chacun a son couloir. Mais ce n'est pas des couloirs qui amènent vraiment dans le désert. C'est des pouvoirs qui convergent tous vers le bien-être du peuple. Par rapport à ce bien-être, je ne crois pas que les gens manquent de sagesse, encore que c'est une institution de sages, pour qu'il y ait des conflits entre institutions. Mais déjà dans l'architecture globale, dans les intentions qui ont été annoncées, je crois que nous en avons toujours besoin, des modérateurs, des gens qui vont toujours dire « attention, vous allez trop vite ». Attention, vous allez trop loin. Tenez compte de ci, tenez compte de ça. Je crois que c'est ce rôle que le Sénat va jouer et j'ai confiance. Une innovation majeure donc dans la coexistence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Deux institutions appelées désormais à travailler ensemble dans un esprit de synergie. Face aux inquiétudes exprimées par certains observateurs quant à d'éventuelles tensions entre ces deux chambres, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, à l'occasion de son discours d'investiture le 15 avril 2026, s'est voulu déjà rassurant. Il écarte toute idée de rivalité ou de bras de fer institutionnel, mais plutôt une action publique plus cohérente. La nouvelle rédaction de l'article 119 de la Constitution dispose en effet que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, l'Assemblée nationale demeure le siège de la fabrique de la loi, puisqu'elle garde le pouvoir de délibérer. Au demeurant, les termes de l'article 98 de la Constitution, qui reste inchangé, fixent le périmètre de son intervention. Toutefois, l'Assemblée nationale ne détermine plus le sort politique de la loi seule. Gardons à l'esprit que l'attelage constitutionnel entre le Sénat et l'Assemblée nationale n'institue pas les deux organes dans un duel institutionnel. Les deux organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile. Elles n'exerceront pas leur mission en concurrence, mais plutôt de concert. Mais au regard des attributions qui lui sont dévolues, le Sénat peut demander la relecture d'une loi votée à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Elias, expert en gouvernance et acteur de la société civile. Le Sénat peut solliciter dans les mêmes conditions que le président de la République une seconde lecture, une seconde délibération de toute loi
votées par l'Assemblée nationale, excepté les lois des finances et le règlement, ainsi que les lois programmes. À la lecture des prérogatives constitutionnelles du Sénat, l'on se pose la question de savoir ce qui reste comme pouvoir au président de la République et aux autres institutions. Mais la sagesse qui a toujours prévalu au Bénin fera en sorte que les institutions parviendront toujours à trouver le juste milieu, analyse Jean-Baptiste Elias. Le Sénat du Bénin a beaucoup de pouvoirs. La Constitution a doté le Sénat de tous ses pouvoirs, mais la sagesse et le fair play au Bénin vont permettre à ce que les choses se passent dans de bonnes conditions, que chaque institution joue son rôle pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et si problème il doit y avoir, la sagesse permettra aux gens de s'asseoir et de discuter valablement pour permettre à ce qu'on trouve une solution juste et équitable aux problèmes qui se poseront. Et si c'est nécessaire de corriger des choses dans la Constitution, eh bien, on corrigera. Contrairement à ce que beaucoup redoutent, le Sénat n'est pas au-dessus du président de la République, clarifie l'expert en gouvernance et acteur de la société civile. Dans les prérogatives du Sénat, nulle part, il n'a été dit que le Sénat est au-dessus du président de la République. D'ailleurs, quand vous prenez le décret 2026-107 du 11 mars 2026 portant préséance, le président de la République est le numéro 1 et le président du Sénat vient en 5e position. Donc, il est toujours, je veux parler du président de la République, il est toujours le numéro 1, le chef de l'État, chef du gouvernement, et il est toujours le chef des armées, le chef suprême des armées au Bénin. Et du coup, c'est lui qui conduit la politique du pays, c'est lui qui met en place le gouvernement, c'est lui qui assigne les prérogatives nécessaires à chaque membre du gouvernement. Doit-on redouter alors des clashs entre institutions avec la mise en place du Sénat? Voici ce que répond Jean-Baptiste Elias. Le Sénat du Bénin a beaucoup de pouvoirs. Il se pourrait que dans la mise en œuvre de ces pouvoirs, il puisse y avoir quelques clashs et nous espérons qu'il n'y en aura pas. Et s'il devait y avoir clash, la Cour constitutionnelle chargée de réguler les institutions va intervenir pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ça dépend des clashs qu'il y a au niveau des institutions de la République. Pour l'instant, la Cour constitutionnelle a cette prérogative-là, à ma connaissance. Mais pour l'instant, c'est ça qui est dit. Au cas où il y aurait problème, la Cour va intervenir. Et si la Cour vient intervenir et qu'on lui dit non, messieurs, c'est pas vous qui allez intervenir, c'est nous, le Sénat, qui devons intervenir, eh bien, le Sénat va intervenir. Autre sujet de débat, le profil des personnalités désignées, leur expérience professionnelle, leur parcours dans l'administration publique, le monde universitaire, la société civile ou la vie politique sont présentés par les soutiens comme des atouts pour accompagner les missions du Sénat. Idriss Boukari, acteur politique. C'est des personnalités déjà suffisamment connues dans le pays, des personnalités qui ont fait leurs preuves, qui dans l'administration, qui dans l'armée, qui dans son secteur. Je crois que par rapport à ces personnalités, je suis plutôt satisfait parce que je n'y trouve pas quelqu'un que je pourrais qualifier de disqualifié. Ils ont tous fait leurs preuves. Je crois qu'il reste maintenant qu'on les voit à l'œuvre pour voir ce qu'ils peuvent faire. Les compétences sont connues, le profil est là, mais le plus important c'est ce qui reste à faire. Et c'est là où on peut voir de quelle manière ces compétences vont se mettre en œuvre, puisque le Sénat lui-même, on sait ce qu'il doit faire, mais il faudrait qu'on voit concrètement sur le terrain ce qu'il fait avant qu'on ne sache véritablement comment il s'intègre dans le paysage politique du Bénin. L'installation progressive du Sénat ouvre une nouvelle séquence de la vie institutionnelle béninoise. Ses premiers pas, son fonctionnement permettront au fil du temps d'apprécier la place qu'il occupera dans la régulation de la vie politique, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. C'était le dossier politique. Voilà qui annonce la Fédération béninoise de pétanque a tenu ce samedi son tout premier congrès fédéral en marge de la 9e édition du tournoi national spécial AIDS El Kébi à Parakou. Responsable de ligue, président de district et acteurs de la discipline ont fait le bilan des activités menées et défini les grandes orientations pour les années à venir. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées avec
pour principal défi la mise en œuvre effective du programme annuel de travail afin d'accélérer le développement de la pétanque au Bénin. Les participants ont également évoqué les prochaines échéances de la fédération, notamment le tournoi de l'indépendance prévu les 1er et 2 août prochains à Cotonou. Quant au tournoi spécial Aïd El-Kébir, il se poursuit avec plus de 500 compétiteurs venus des 77 communes du pays et plusieurs invités internationaux. Reportage Epiphane Chabi. Ce son n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Nous allons installer à présent la page Afrique. Gisèle Daga, bonjour. Bonjour Mansourat. Au Nigeria, l'armée libère 44 élèves et professeurs après 56 jours de captivité. Les otages enlevés en mai dans l'état d'Oyo au sud-ouest du pays ont été secourus à l'issue d'une opération menée par les forces de sécurité nigériennes. Selon les autorités, les ravisseurs présentés comme des terroristes affiliés à Boko Haram ont relâché les captifs sous la pression des opérations militaires. 8 suspects ont été arrêtés et le président Bola Mohamed Tinubu a annoncé qu'aucune rançon n'avait été versée. Les élèves libérés bénéficient désormais d'une prise en charge médicale et psychologique. Au Cameroun, je l'annonçais dans les titres de ce journal, le projet de fermeture de plusieurs églises de réveil annoncé par le gouvernement suscite de vives réactions. Au Cameroun, l'annonce par le gouvernement de la fermeture prochaine de 1400 églises de réveil jugées inégales continue de faire réagir. Cette décision intervient après le décès fin juin d'une fillette de 11 ans. La présumée auteure du meurtre a été présenté comme membre d'une église de réveil. À Yaoundé, dans plusieurs lieux de culte, les fidèles affirment venir avant tout pour prier sans toujours savoir si leurs églises est reconnue par leurs autorités. D'autres responsables religieux assurent être en règle en expliquant que leurs assemblées sont attachées à des confessions officiellement reconnues par l'État. Si certains dénoncent une forme de persécution à l'égard des églises de réveil, d'autres entreprennent des démarches pour se rattacher à des structures légales établies. Merci à vous Gisèle Daga pour toutes ces précisions relatives à l'actualité africaine. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à Fraternité Midi Magazine de ce dimanche 12 juillet de l'an 2026. Au micro, je suis Mansoura Todendjibril. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Fraternité FM.